Des sacs de billets qui volent par les fenêtres, plus d'1 million d'euros saisis, 28 personnes arrêtées. 4 ans après le début de l'enquête, c'est enfin l'heure du procès pour le réseau de la Tour K. Du guetteur au vendeur, en passant aussi par les gérants et les nourrices, pour la première fois, à Marseille, tout un réseau de narcotrafiquants défile à la barre. Un procès historique avec un personnage clé, Nordine Achouri. On le présente comme le chef du réseau, mais sans preuve matérielle directe, peut-il être condamné par la justice ? Une question clé dans ce dossier, avec cette crainte aussi qui pèse sur ce procès. Est-ce que l'omerta, la règle d'or dans les réseaux de narcotrafiquants, va être brisée ? Les réponses dans cette nouvelle saison de Cartel Nord. Bienvenue dans la 4e saison de Cartel Nord. Plongez dans les coulisses d'un procès hors norme. Un podcast original, La Provence. Épisode 1. Le procès de la peur. 7e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Marseille. Il est 8h du matin ce 16 septembre 2015. Après 4 ans d'enquête, le procès du réseau de la Tour K s'ouvre enfin. On s'intéresse au procès hors norme qui s'est ouvert ce matin à Marseille. Durant 3 semaines, la 7e chambre correctionnelle va juger l'un des plans stupes les plus lucratifs de France. Au total, ils sont 28 à comparaître depuis ce matin, accusés d'avoir participé au plus gros trafic de stupéfiants de Marseille, au cœur de la cité de la Castellane. Il y avait beaucoup de presse, on voit rarement autant de presse. Isabelle Cando est la procureure lors de ce procès. Et ça rajoute de toute façon de la pression et ça rajoute de la tension de toute façon, et en tout cas une tension qui est la mienne. Par rapport à aujourd'hui où les salles d'audience sur ce genre de dossier sont relativement vides, beaucoup du public attiré par la curiosité parce qu'on a lu dans le journal et qu'on veut voir à quoi ça ressemble et à qui ces gens-là ressemblent. Bruno Rebstock est l'un des 3 avocats de Nordine Achouri. On a quand même finalement un panel de personnalités très différentes, des nourrices qui sont tout à fait à la périphérie du dossier, d'un Nordine Achouri qui est présenté comme le chef, l'organisateur, le bénéficiaire économique de tout ce trafic, et puis beaucoup d'avocats aussi. Donc oui, il y a une agitation certaine dans les premières heures de ce premier jour de ce procès. Dans la salle des pas perdus, la tension monte, le brouhaha s'estompe, prévenus, avocats, public et journalistes s'apprêtent maintenant à entrer dans la salle d'audience. Et pas n'importe laquelle. Ce procès, celui du réseau de la Tour K, se déroule dans une chambre spécialisée du tribunal judiciaire, la 7e chambre, celle qui juge les affaires de criminalité organisée. Cette 7e chambre, elle a une aura, quelle que soit la présidente ou le président, parce que elle a les grosses affaires de Marseille. Philippe Voulant est l'un des 3 avocats de Nordine Achouri. Les affaires qu'on voit chez vos confrères de la télévision nationale ou des journaux nationaux, ça c'est sûr, c'est pour ça qu'elle a cette aura. La 7e chambre, c'est la chambre qui a toute une histoire, qui a vu passer Francis le Belge, qui a vu passer les tueurs du juge Michel, a vu passer aussi des Corses comme Jacques Mariani il n'y a pas encore très très longtemps. On a vu les chimistes aussi de la French qui sont passés devant la 7e. Et puis toutes ces générations montantes qu'on a vu émerger après l'assassinat de Farid Berama. Et c'est en fait ce qu'on appelle la criminalité organisée. C'est-à-dire, en fait, des faits qui sont commis par des individus qui s'entendent. L'image la plus simple, c'est celle d'un clan, l'appartenance à un clan, à une équipe qui est structurée et qui a un projet commun. Peu après 8 heures, la sonnerie du tribunal retentit. Pour la première fois, le visage de celles et ceux impliqués dans le plus grand trafic de stupéfiants de Marseille apparaît au public. Ce qui était intéressant dans ce procès, parce que on voyait les personnes et les témoignages. Claire Duport est sociologue et responsable de recherche à l'association Transversité. C'était d'un côté la diversité des profils des personnes qui étaient impliquées à différents niveaux dans le trafic, et puis d'un autre côté, ou en même temps, la banalité des pères de famille qui avaient du mal
à payer le loyer en fin de mois et qui rendaient des services pour pouvoir boucler le budget de fin de mois. Franchement, c'était impressionnant. Donc on dit toujours les jeunes des réseaux, avec cette idée de jeunes tant qu'à faire issus de l'immigration, tant qu'à faire avec des passés délinquants, etc. C'était pas le cas. Dans la salle d'audience, le silence se fait, la présidente Anne Tarelli et ses 2 assesseurs prennent place. Les visages sont graves, l'enjeu énorme. L'audience est ouverte. Pour bien le mesurer, la juge commence par la lecture du dossier et le rappel des charges. Des petites mains du trafic au chef du réseau, la présidente décide ensuite d'appeler les prévenus à la barre en fonction de leur place hiérarchique dans le trafic. Une stratégie de la pyramide inversée, avec pour point de départ les nourrices, ces habitants de la cité de la Castellane, en charge du stockage de la drogue, des armes et de l'argent. Au total, 7 nourrices défilent ainsi devant les juges, de la mère de famille isolée au père de famille surendetté en passant aussi par de jeunes chômeurs. Elles sont un peu la classe ouvrière du réseau. Mon client dans ce dossier, on sent bien que sa vulnérabilité, elle est matérielle. C'est un homme d'un certain âge qui a une vie professionnelle derrière lui, qui était ouvrier, mais qui avait eu des accidents du travail, il était un peu diminué. Pascal Luongo est l'avocat de l'une des nourrices. Et donc pour retrouver de l'emploi, c'était difficile. Et il se retrouvait en plus confronté à une dette de loyer, il pouvait perdre son logement. Cette vulnérabilité l'a poussé dans le trafic de stupéfiants parce que c'était un moyen commode de se procurer l'argent dont il avait besoin. Et donc, ça permet de comprendre qu'il n'y a pas que des malfaiteurs qui sont poussés par l'appât du gain pour aller s'acheter des grosses voitures. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont poussés par l'appât du gain, mais pour se sortir d'une situation de vulnérabilité. Parce que cela procure des revenus, ça procure des ressources. Le réseau est vu comme une entreprise, quelque part, elle est pourvoyeuse d'emplois, de salaires. Et ça, c'est une réalité que ce procès et puis beaucoup d'autres ont mis en lumière. Sur les 7 nourrices, les 7 profils, la justification de vulnérabilité ne saute pas toujours aux yeux de la procureure Isabelle Cando. Certaines, véritablement, en fait, elles se sont proposées. Elles ont accepté en connaissance de cause, en totale conscience. Ils ne lui auront pas été mis la pression. Certaines, oui, mais pas toutes. Pas toutes et pas tous. Et avec, pour certains, ils ont rénové leurs appartements, à un moment donné, c'est-à-dire qu'elles ont négocié leur salaire, c'est ça. Elles n'ont pas été payées au lance-pierre. Interrogées à la barre du tribunal sur leur parcours de vie, les nourrices exposent sans détour leur trajectoire personnelle pour justifier leur participation au trafic. Mais alors, qui les a recrutées ? Comment leur appartement est devenu du jour au lendemain un lieu de stockage pour plusieurs kilos de cannabis, voire plusieurs millions d'euros ? Les réponses à ces questions pourraient véritablement bouleverser le déroulé du procès et faire tomber le château de cartes du trafic de drogue à la Castellane. Mais les nourrices feignent de ne pas savoir, de ne pas connaître l'identité des autres membres du réseau, comme l'illustre cet extrait du compte-rendu de 2 interrogatoires lus par des journalistes de la rédaction. J'ai été attiré par l'appât du gain, j'ai été abordé sur mon palier par des personnes une première fois, puis une seconde fois, où là j'ai accepté. Je ne les connaissais pas personnellement, j'ai vu leur visage, mais voilà, pas plus. Je ne les connais pas personnellement, comme je vous l'ai dit, j'habitais la Castellane depuis février 2012. Les personnes qui sont venues me démarcher n'étaient pas masquées. Je ne les ai pas revues depuis. Ce n'étaient pas des gens de la Castellane, je n'ai pas entendu comment ils s'appelaient. Vous me demandez qui je connais parmi les prévenus. J'en connais certains, de vue, mais je ne connais pas leur prénom. Ils venaient 3 fois par jour, ils partaient directement dans le cagibi, ils s'enfermaient, puis ils repartaient. Une à une, les 7 nourrices défilent ainsi pendant 2 jours devant les juges et adoptent la même stratégie, ne rien dire sur les autres membres du réseau. Et ce silence a un nom, l'omerta, un refus de parler justifié par la crainte d'éventuelles représailles. Il y a plusieurs tribunaux
Il y a le tribunal devant lequel on plaide et c'est celui qui va infliger la peine. C'est évidemment le plus important. Quoique, il y a également un autre tribunal. C'est celui du banc des prévenus. C'est-à-dire les autres vont entendre ce que votre client dit, ce qu'il dit sur eux, ce que vous vous dites, ce que vous dites sur eux. Et puis, il y a le fond de la salle. On ne plaide pas pour le fond de la salle, bien sûr. On ne plaide pas pour le banc, bien sûr. On plaide que pour le tribunal. Mais, il arrive qu'il soit très important. Et ce monde dans la salle, il a une importance. Parce que ça peut être aussi une source de perturbation, de création d'animosité. Ça peut être aussi une salle qui est là pour savoir ce qui se dit et rapporter. Parce qu'il y a des oreilles dans une salle d'audience. Et il y a des gens qui sont là pour véritablement ensuite rendre compte à d'autres. Le silence est aussi une ligne de défense, comme l'explique Pascal Luongo, l'avocat de l'une des nourrices. Quelque part, ne pas parler, c'est une position qui est la plus confortable, de ne pas dire au-delà de ce qu'il vous concerne personnellement. Donc lorsque vous êtes pris, lorsque vous avez des stupéfiants à la maison, quand les interpellations arrivent et que vous êtes accroché, il y a un réflexe qui est on parle que de moi. Et c'est ça qui se passe au procès, c'est que ne me posez pas des questions sur les autres. Moi, je vous dis ce que j'ai fait, mais si vous me demandez qui a fait quoi, là, je ne vous répondrai pas. Et c'est quelque part un réflexe un peu de protection, hein. C'est tout à fait normal. Et puis il y a un élément dans un procès, c'est que c'est pas à vous de démontrer votre innocence, c'est au procureur à démontrer votre culpabilité. Et donc le fait de ne pas parler, c'est aussi une façon de se défendre. Et le fait de savoir s'il y avait une certaine pression, chez ceux qui arrivent avec un petit rôle, ils vont pas s'amuser à mettre en cause ceux qui sont censés être les tenants du réseau, les gérants, etc. Avec évidemment la réputation sulfureuse, menaçante du danger que peut représenter des gens qui utilisent ou qui peuvent utiliser la violence pour tenir le réseau. La Castellane, on en a entendu parler malheureusement avec les armes qui parlent. Et donc les armes qui parlent chez des gens qui sont des petites mains, vous vous retranchez derrière la sécurité. Vous ne voulez pas mettre en jeu la vôtre de sécurité, mais aussi celle de votre famille. Et donc la position généralement défensive de ne pas évoquer les autres, c'est un leitmotiv que vous retrouvez dans tous les procès de ce genre. Guetteurs, vendeurs, ravitailleurs... Après les nourrices, les autres petites mains du réseau adoptent la même stratégie, celle de ne rien dévoiler. Vous me demandez qui je reconnais parmi les prévenus ? J'en connais certains, mais de vue, sans plus. Je ne reconnais personne aujourd'hui. Il était cagoulé la première fois, mais après il avait des lunettes épaisses et une grosse barbe. Je ne sais pas si elle était fausse. La police m'a montré un album photo, je n'ai pas pu le reconnaître. Je suis au courant de rien. Le monsieur cagoulé venait 1 à 3 fois par semaine. Il restait 3 minutes et il partait. Les noms sur les carnets, je les connais pas. À la 7e chambre, les jours se suivent et se ressemblent. Le procès du siècle se transforme en procès de la peur. Comment on accueille ce silence ? Vous savez, quelqu'un qui parle pas pendant toute l'instruction ne parlera pas plus à l'audience. Il y a 2 choses qui peuvent amener une personne à parler. Soit il pense qu'il va pouvoir négocier quelque chose en termes de peine, mais il faut qu'il ait les reins solides. Soit, en fait, il est suffisamment fort face à un clan. J'en connais pas beaucoup. Je me rappelle pas véritablement avoir vu et avoir assisté à des déclarations totalement fracassantes. Des mensonges fracassants, oui, mais des déclarations fracassantes, non. C'est assez classique, d'autant plus que très souvent, le schéma qui est suivi dans ces dossiers-là, c'est de commencer plutôt par ce qu'on appelle les seconds rôles, voire les 3e rôles ou les 4e rôles, c'est-à-dire des gens de peu d'importance qui sont renvoyés devant le tribunal, mais qui sont considérés comme ayant eu un rôle de logistique ou des petites mains. Et donc, bien entendu, que ce sont souvent ces gens-là qui sont préoccupés de ne rien dire, de ne pas dire, de ne pas interférer dans la défense de gens qui sont hiérarchiquement peut-être supérieurs à eux, ou en tout cas présentés comme tels. Donc je suis absolument pas surpris de la manière dans laquelle on entre dans ce procès.
Après les premiers jours d'audience, le procès de cette affaire, plombée par la loi du silence, n'apporte donc aucun élément nouveau sur l'organisation du trafic. Mais au 9e jour d'audience, un interrogatoire clé, un interrogatoire qui peut tout changer, est attendu. Nordine Achouri, le chef présumé du plus grand supermarché de la drogue de Marseille, est appelé à la barre. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original, La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.